Alors après le voyage au bout de la nuit et la promesse de l'aube, après Céline et Gary, voilà Kessel. Non pas l'adaptation d'un roman de Kessel, mais l'adaptation de sa vie qui fut un roman. Kessel, la liberté à tout prix, c'est votre nouveau spectacle, Franck Desmet au Lucernaire tous les jours à 18h30. Et nous sommes là pour en parler avec Nadir Amaoui. Bonjour à tous les deux. Franck, c'est une folie. C'est une folie comme vous aimez les incarner. Pourquoi Kessel ? Je crois que Kessel, c'est peut-être le plus complet. Il est tout, il est trop. Il est trop. Et puis surtout, on a voulu le raconter à travers d'une idée toute simple qui me paraissait très très intéressante et beaucoup plus sulfureuse qu'il n'y paraît. Les hommes valent mieux que les idées. Et ça, chez lui, c'est quelque chose qui m'a permis quelques petites digressions et puis surtout de nous intéresser à lui à travers les grands reportages et pas forcément les livres. Et puis, comme toujours, puisque j'ai commencé il y a une dizaine d'années une série de portraits des grands témoins du XXe, d'explorer le siècle, pas seulement à travers la littérature, mais à travers la politique. Voilà. Alors, on va revenir sur certains moments du spectacle. Et d'abord, pour nous mettre dans l'ambiance, la bande-annonce. Pour écrire un article toujours et partout, j'ai eu les mêmes compagnes. Le monde est extraordinaire. L'humanité ne vaut pas cher, mais j'aime les hommes. Viens avec moi, lecteur, viens. Et regarde comme c'est beau. Il y a deux choses qu'on n'arrête jamais. Un homme assoiffé de liberté et un russe assoiffé. Je suis les deux. Bonne chance, Jeff. Ce mélange de plaisir et de peur, d'exaltation et de danger me procurait un sentiment incomparable de liberté. Ma plume ensorcelée écrivait sans relâche. Et je ne m'arrêtais plus que pour dormir après une course de 50 heures ininterrompue. Écrire désormais. Écrire pour échapper, écrire pour fuir. Me noyer dans l'écriture pour continuer à vivre. Mon frère était mort. Écrivez sur la résistance pour exalter nos compatriotes. Il nous faudrait un hymne, quelque chose de fédérateur. Vous êtes Joseph Kessel, entrez dans la loge, monsieur. Je suis fou que joie de vous rencontrer. Le lion est mon livre de chevet. Vous allez risquer votre peau. Ça ne vous fait pas peur ? J'aime avoir peur, monsieur. Le soleil se couche. Moi, jamais. Très belle image, ça. Vous êtes l'homme d'un bien long voyage, mais vos étoiles vous ont guidé jusqu'à nous et marquent d'ici votre place. Bienvenue parmi nous, monsieur Kessel. Voilà, vous avez reconnu le général de Gaulle, vous avez reconnu un tout petit peu Francis Huster, et vous avez surtout reconnu Franck Desmet dans ce Kessel, la liberté à tout prix. Alors au début du spectacle, vous vous rappelez la frénésie et le vertige de l'écriture quand le sujet est là, qu'il convient de l'écrire, le dur labeur, disait Baudelaire, et puis l'envoi du papier à la rédaction, et la légèreté retrouvée, la joie et la soif, puis le lendemain on recommence. Mais il y a cette frénésie que vous nous donnez très très bien parce que ceux qui écrivent la connaissent et vous la faites très bien partager. Il faut dire que le texte de Mathieu Ranoux est formidable. Oui, c'est l'angoisse de la feuille blanche, le cadran de la montre, et puis d'un seul coup, il se sent comme traversé. D'ailleurs, il dit, les journalistes à ce moment-là sont traversés, ils ne sont plus que des antennes de transmission, et à travers eux passent plein d'images, plein de mots, le rictus fou d'un dictateur, un corps couché dans l'herbe, une guerre, et eux, ils ne font que retranscrire, et puis d'un seul coup, tout s'arrête, le texte est livré aux auditeurs, aux lecteurs, et eux, à ce moment-là, commence une troisième mi-temps, la beuverie, enfin, en ce qui concerne Kessel, la troisième mi-temps était longue. Alors, il n'écrit que pour 3 journaux seulement, France Soir, Le Figaro et la Revue des Deux Mondes. Très fidèle à Lazareff et à toute son équipe. Oui, alors Lazareff, c'est vrai que c'est un personnage qu'on a voulu être en fil rouge de tout le spectacle. Il se trouve qu'il a eu beaucoup de patrons de presse, mais nous, on a voulu le seul et même personnage qui l'accompagnait à travers toutes ces folies. Et surtout, on a voulu montrer que à ce moment-là, à cette époque-là, on envoyait les reporters sur le terrain et on y allait à grands coups ça coûtait très cher. 1 million. Il va partir Absolument. pour 6 ou 7 mois en reportage avec et c'est un coût de 1 million de francs d'époque pour Lazareff, ce qui est quand même considérable. Incroyable. Parce qu'il part avec une équipe, il part avec un médecin, il part avec un traducteur, il part avec un mécanicien, et puis il part 7 mois. Ils partent et c'est fou parce que on leur donne vraiment tous les moyens et c'est très suivi, c'est très lu. Je crois que quand il écrit, les tirages des journaux montent incroyablement. Ça augmente de 100 000 exemplaires. Voilà, à chaque fois qu'il y a la signature de Kessel, c'est 100 000 exemplaires de plus, vous imaginez ? Voilà, et nous on fait dire dans le spectacle à la fin, les gens lisent moins maintenant puisqu'ils peuvent voir. Et donc on sent la bascule où Lazareff lui va partir à la retraite et où arrivent les documentaires, voilà. Nadir Amaoui, vous avez vu
vu le spectacle? Oui, j'ai vu ce spectacle il y a un petit moment maintenant, puisque je l'ai vu lors de sa création au Festival d'Avignon. Et il faut préciser que c'est ATA qui est aussi producteur. Oui, tout à fait. C'est nos amis houdinières que nos auditeurs connaissent bien, puisque nous avions fait le feuilleton houdinière pendant le mois de juillet. Pardon pour la parenthèse. Non, mais il n'y a pas de mal, il y a pas de mal. Et le seul mot que j'ai à l'esprit quand je suis sorti de ce spectacle, c'est grandiose. Il n'y a pas d'autre mot dans l'interprétation, même si j'ai vu Voyage au bout de la nuit, même si j'ai vu La promesse de l'aube, j'ai été stupéfait de ce que j'ai vu ce jour-là, c'est-à-dire vraiment la vie entière d'un homme comme Joseph Kessel. Je connaissais quasiment rien de lui, je connaissais certains de ses livres par leur titre, mais je connaissais absolument rien de sa vie. J'ai tout découvert grâce à ce spectacle et présenter toute une vie, toute une passion qu'avait cet homme, déjà joué par Franck, mais ça c'est juste extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, et avec un décor qui se déplace, qui bouge à peine en fait, et interprété, il n'y a pas que Kessel, c'est ce que tu disais Christophe, il n'y a pas que Joseph Kessel sur scène, il y a un petit peu un petit microcosme autour de lui, donc on a parlé de Charles de Gaulle, on a parlé de Francis Huster, on peut dire aussi Humphrey Bogart, voilà, il y a énormément de monde, et tous sont interprétés par une seule personne. Et la manière dont on est propulsé dans sa vie, on est captivé par la manière dont c'est raconté, j'ai pas d'autre mot que grandiose. Sincèrement, j'ai pas d'autre mot. Alors, Kessel, il a le panache des mousquetaires, il a l'allure d'une brute, il a l'allant du séducteur, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite, que tout est permis, et il le revendique, ça. Oui, d'abord merci, ça me touche beaucoup. On a essayé d'être le plus près possible, le plus fidèle à ce qu'il était, ou en tout cas à l'idée qu'on s'en faisait, mais j'ai lu beaucoup de choses sur lui. Il y a une très belle, un très beau livre d'Yves Courrière qui retrace toute cette épopée. Ça s'appelle Sur la piste du lion. Sur la piste du lion, absolument. Et on a voulu rendre hommage à toutes les personnes insensées qu'il a rencontrées. Vous parliez de la galerie de personnages, mais évidemment il y a De Gaulle. Alors Francis Huster, vous le citiez, je tiens juste à dire que on a placé, je ne sais pas si la rencontre a réellement lieu avec Huster, mais on a voulu le placer là parce qu'il fait le pendant avec son frère. Le frère de Kessel s'est suicidé jeune. Lazare Kessel, à 21 ans. Il allait rentrer à l'Odéon, on disait que c'était le grand acteur en devenir. Et il se suicide en pleine gloire, presque, en pleine gloire montante. Et on a mis Huster là, parce que Huster, à cette époque-là, on disait, c'est le nouveau Gérard Philippe, c'est l'acteur fabuleux, flamboyant. Et nous, on est parti de l'idée que Kessel a basculé dans le journalisme parce qu'il ne supportait pas l'idée que son frère était mort et qu'il n'avait pas pu le suivre dans l'aventure théâtrale. Il a laissé de côté le théâtre et il est parti dans le journalisme. C'est notre idée. Oui. Mais arriver avec Huster, qui à ce moment-là peut ressembler d'une certaine manière à Lazare, au Lazare qui était cet illuminé flamboyant au moment de son suicide, au moment où il va entrer à l'Odéon. Ça nous paraissait à la fois très amusant et puis l'occasion de rendre hommage à Francis qu'on aime beaucoup évidemment. Nous l'aimons beaucoup, c'est Lazare qui donc se suicide et qui est le père de Maurice Druon. Qui est le père de Maurice Druon, oui. Et donc Kessel va prendre sous son aile ce neveu de Druon et ils vont tout faire ensemble. On en a parlé ici avec Dominique Bonnat pour son formidable livre Les Partisans qui a été publié chez Gallimard. Et alors, quand Kessel arrive à Londres, il arrive avec Druon. Oui. Ils partent ensemble de l'Espagne, ils passent par le Portugal, ils vont à Londres et ils veulent se battre. Parce que Kessel, à 18 ans, est rentré dans l'aviation pour la Première Guerre mondiale. Et là, il veut reprendre du service. Oui. Et il emmène son neveu. Absolument. En disant, on va au front. Oui. Et De Gaulle leur dit non. Alors j'ai juste une petite chose à dire par rapport à ça, parce que dans le livre de Dominique Bonnat, elle dit qu'ils abandonnent Germaine Sablon à Londres, à Lisbonne avant de partir à Londres. Je sais pas si c'est tout à fait vrai, ça c'est peut-être le seul parce que eux deux sont recherchés. Oui. Donc ils sont obligés de fuir, ils n'ont pas le choix. Alors comment ça s'est passé exactement, je n'en sais rien, mais je crois pas que c'était aussi facile qu'un abandon. Il fallait qu'ils se tirent à Londres et voilà. Ça n'avait pas le choix que de fuir, quoi. Oui, ça s'est fait dans des circonstances très très complexes. Alors Nadir Amaoui, vous parliez tout à l'heure du décor. Oui. Il y a quelque chose de nouveau par rapport aux deux spectacles que nous avons évoqués, c'est-à-dire Le Voyage au bout de la nuit et puis Gary, La promesse de l'aube, c'est que là vous jouez avec un rideau.
Oui. Et qui est très très présent, parce qu'il Oui. devient un voile, il devient une voile, Oui. il devient un bateau. La tente en Afrique, un vêtement en Afghanistan. Ouais. Oui, c'est un voile magnifique. Alors ça, c'est une idée de Laurent Béal, parce que moi j'étais parti sur un taffetas. Il m'a dit oh là là, prends plutôt un pongé de soie. Le pongé de soie, quel que soit le mouvement que tu imprimes à ce voile, ce sera beau. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ça devient un linceul pour la mer. Il suffit de le retourner et d'un seul coup, il y a un tombé comme ça sur le fauteuil qui rappelle vraiment la fin de Raïssa. Quand je le mets sur moi, on est à la fois au marché aux étoffes. Oui. Je prends ça et je le fais défiler, puis après je m'en recouvre. Et c'est vrai que d'un seul coup, on passe en Afghanistan. Mais quelle que soit l'image imprimée par le voile, elle est jolie, elle est belle, et elle a du sens. Donc ça, Oui. c'est hommage à Laurent Béal. Mais ça, c'est très très réussi, parce que ça rend le spectacle très fluide, finalement. On n'a pas des scènes qui se juxtaposent. Oui. On a cette espèce de grand mouvement qui devient la fresque Kessel. Oui, c'est exactement ça. C'est une fresque. Et ça nous a aussi beaucoup, avec Mathieu Ranoux, appris sur ce qu'était la mise en scène, sur ce qu'était mettre en scène. Et mettre en scène, surtout un seul en scène comme ça, surtout une fresque comme celle-là, c'est une co-construction. Si on a juste une Oui. petite minute, quand je suis sorti du conservatoire, je voulais absolument tout maîtriser. Et donc quand je mettais en scène, je disais fais ça, assis-toi là, machin. Et puis après je me suis dit mais calme-toi, il faut co-construire avec l'acteur. Et là c'est le travail qu'on a fait. Je prends juste un exemple. Tu dis à un acteur, tu rentres au plateau. Il rentre au plateau et il s'assoit. Tu lui as pas demandé de s'asseoir. Donc tu dis à l'acteur, tu rentres au plateau et tu t'assois. Il rentre au plateau et il s'assoit lentement. Tu lui as pas demandé de s'asseoir lentement. Bon, donc tu dis à l'acteur, tu rentres au plateau et tu t'assois lentement. Il rentre au plateau, il s'assoit lentement, il baisse la tête. Tu lui as pas demandé de baisser la tête. Ça va à l'infini. Non mais c'est un truc de dingue. Et en fait, on est arrivé avec Mathieu à la conclusion que l'acteur était là pour révéler au metteur en scène ce qu'il ne savait pas qu'il voulait. C'est-à-dire qu'au fond, par le génie de ses propositions, l'acteur, par les propositions qu'il va faire, l'acteur va ou sublimer la vision de départ qu'avait le metteur en scène, ou l'amoindrir, ou être conforme à la vision qu'il avait. Mais en tout cas, c'est à l'acteur de proposer, et si ça rentre dans la vision du metteur en scène, alors ils co-construisent. Et c'est comme ça qu'on a travaillé Kessel, avec ce voile, avec cette fresque, avec l'ensemble des personnages qu'il rencontre. Alors il a vécu ce qu'il raconte, Kessel, et c'est l'auteur qui incarne le plus ses écrits, mais vous racontez comme il écrivait, en vivant ce qui se passe. Vous nous transportez à Londres, mais aussi en Afrique, et évidemment en Afghanistan, l'un des derniers voyages. Oui, l'Afghanistan, c'est un de mes livres préférés, les cavaliers. Les cavaliers. Il y a le Bouskachi, il y a toutes ces images de villes, de rivières, de caravanes, Marco Polo, Gengis Khan. Voilà, c'est un foudroiement. Je crois que quand il arrive là-bas, il rencontre des gens qui sont à la remorque, à la traîne du monde, qui essayent désespérément de remonter le cours du temps, et qui ont la beauté d'un astre qui s'éteint, il le dit. C'est magnifique, ça. Mais pour lui, c'est une gifle de lumière. Ah oui, absolument. Et il y a un très beau reportage, d'ailleurs, où on le voit marcher dans les rues de Kaboul, commenter et être vraiment en amitié, en fraternité avec les gens qu'il rencontre. Ça va être vraiment un très gros choc dans sa vie, cette rencontre avec l'Afghanistan. Nadir. Oui, alors il y a d'autres choses moi qui me sont revenues à l'esprit. C'est un petit moment qui me fait rire, c'est juste après son mariage et qui dit je veux partir en reportage avec sa femme dans tel pays, et juste la petite phrase du rédacteur: vous voulez partir en voyage de noces aux frais du journal, en fait. Il fait oui. Bon, d'accord. C'est ça, mais c'est ça qui était génial. Et c'est ce qui nous est montré, en fait, avec ce spectacle, c'est que Joseph Kessel passionnait tellement les gens avec ses reportages que je pense qu'il n'y a aucun journal qui pouvait lui dire non, vous irez pas. Il savait très bien ce que ça allait être après pour eux, donc c'est-à-dire énormément de tirages, mais surtout l'adrénaline que ça apportait de lire ces articles, la passion qu'il avait, ça pouvait attirer que du monde. Et c'est ça aussi le talent de ce spectacle, c'est que pour moi, il n'y aurait pas énormément d'acteurs, de comédiens qui auraient pu interpréter avec autant de passion, avec autant d'intensité, un personnage aussi justement intense que Joseph Kessel. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et d'amusement, parce que vous amusez. Ah, énormément. Mais merci beaucoup. Mais je m'amuse énormément. Et je veux absolument, ça c'est chaque fois que je vais rentrer en scène, je pense à ça. Je veux emmener les gens en voyage. Je veux les embarquer avec moi. Donc je sais que en Irlande, ça va être l'émotion des gens
gens qui descendent de la colline de Cork pour aller prier pour leurs frères qui sont en train de faire la grève de la faim pour l'indépendance de l'Irlande. Quand je suis en Afrique, je suis accablé par la chaleur, et donc ça, je veux communiquer ça. En plus, il se trouve que il fait chaud en ce moment, donc c'est très bien. Et que vous mouillez votre chemise, je peux le dire. Et je mouille ma chemise. Et voilà, il fait chaud. J'ai envie de communiquer ça, et en même temps la violence de ce qui se passe sous ses yeux. Ce jeune garçon qui a tiré une demi-bouteille de Tetch, un hydromel local assez violent, et puis un de ses maîtres, et puis son maître l'a frappé avec la courbache, l'a battu à mort parce qu'il a volé cet hydromel, et on l'enterre le lendemain dans la cour. Donc il y a tout ça en Afrique, le foudroiement de beauté de l'Afghanistan, paysages, oui. La peur absolue de Dunkerque, quand il est à Dunkerque. C'est fou d'ailleurs ce moment, ça explose autour de lui, les bateaux sombrent, les gens sont déchiquetés, et lui il commente, et il se dit mais au fond c'est une chance pour un reporter de guerre d'être là, au risque de paraître cynique, et malgré l'horreur des morts et des blessés parmi lesquels je peux figurer d'une seconde à l'autre, je trouve le spectacle d'une beauté hallucinante. Donc il y a un voyage intérieur à faire avec les gens, de beauté, de foudroiement, d'invitation au voyage, et puis un voyage émotionnel terrible, mais on n'a pas le choix que d'être intense avec Kessel. Ah oui, bah oui. Votre fougue et votre sensibilité, Franck Desmet, nous poussent vraiment à aller au Lucernaire à 18h30 pour ce Kessel, la liberté à tout prix. Pour terminer l'émission, je rappelle que vous êtes quand même le directeur du Théâtre de la Huchette. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer au Théâtre de la Huchette ? C'est l'ouverture de la saison. Ah, la Huchette, ça c'est chouette, parce que cette année, on va fêter la 20 millième représentation de la cantatrice Chauvet de la Leçon. 66 ans. C'est une année de fête absolue. Je crois que ça sera le 2 mars, et ça va être présenté par des gens qui vont beaucoup nous amuser. J'espère que vous serez là. Et puis après, le train pour Milan, qui est en ce moment à 21h, où on a des textes de Dino Buzzati et l'histoire du père de François Ferroletto. On aura Cookie Muller, c'est un spectacle que j'ai découvert au Train Bleu à Avignon l'an dernier. Ça s'appelait Traversée en eau claire d'une piscine peinte en noir. Et c'est un spectacle absolument magnifique qui réhabilite, qui ressuscite quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou peu. Cookie Muller, qui était une inspiratrice de Janis Joplin, qui a côtoyé Morrison, Basquiat, Hendrix, qui a tourné dans les films de John Waters, qui était critique d'art, qui était performeuse, qui était une bonne femme absolument exceptionnelle. Et ce sera notre prochain spectacle musical à partir de début décembre. Je rappelle que pratiquement tous les spectacles musicaux qui passent à la Huchette sont nominés aux Molières chaque année depuis... C'est ma fierté, je suis tellement heureux de ça, c'est insensé, mais c'est chouette. C'est quand même extraordinaire. Ouais, parce que c'était le dernier lieu pour en faire. C'est un lieu tellement fait de contraintes, c'est un petit lieu, donc les gens se disent toujours comment ils vont se casser la gueule cette fois, et puis on s'est pas encore cassé la gueule, mais à chaque fois on se fait peur. Oui, parce qu'on a quand même des spectacles qui ont très très bien marché. Je pense à Comédien. Ah ouais, Comédien, c'est une merveille. Qui était un formidable spectacle. Et puis La poupée sanglante. C'est ce que j'allais dire. L'un de mes premiers articles, ça a été sur la poupée sanglante à la Huchette. Magnifique spectacle, génial. Absolument extraordinaire. 3 comédiens pour reprendre le roman de Gaston Leroux. Mais comment c'est faisable et dans une aussi petite salle, et c'était juste extraordinaire. L'écume des jours aussi, c'était magnifique. Exit aussi, bien sûr, voilà. Kiki, le Montparnasse des années folles, la poupée sanglante, on vient d'en parler, et puis Comédien qui avait remporté 5 trophées, dont la meilleure comédie musicale en 2018. Ouais. Donc ça, c'est formidable. Et Comédien, l'idée de départ était folle. C'est que j'avais dit aux gars, je voudrais un opéra, un vaudeville qui termine comme un opéra. Voilà. Ils sont tous partis en faisant la gueule, et puis ils ont écrit cette merveille. Oui, et c'est l'opéra Paillasse de Léon Cavaillot. Voilà. Et on retrouve complètement complètement ça. Il nous reste quelques minutes. Quel est le moment du spectacle que vous préférez dans Kessel, la liberté à tout prix? Oh, j'aime m'amuser. Donc, alors, j'ai une passion pour Cork quand les gens descendent de la colline et qu'il y a ce moment où la torche du flambeau éclaire la robe du père franciscain qui est en train de partir dans une prière. J'aime ce moment. J'aime Bogart. Oui. Le concours de beuverie avec Bogart, c'est pour moi un moment de respiration. Voilà. Et c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire vraie, absolument. Incroyable. Alors on a rajouté des petites choses, le clin d'œil à Casablanca, mais effectivement ils se sont rencontrés tous les deux là-bas. Et puis j'aime évidemment le discours de l'Académie française parce que... qui a été fait par Druon. Ah ça, voyez, alors là, voilà. Mais moi ce que j'aime dans le discours, c'est qu'il dit... on ne juge pas les gens sur leurs origines. Oui. Et je crois savoir qu'au moment où il dit ça, il sait
que son arrivée à l'Académie française a été compliquée, parce que peut-être qu'ils en ont parlé entre eux. Et donc, il y a aussi un peu de second degré là-dedans. Alors, c'est quand même terrible, parce que lui, qui est né en Argentine, de mère juive lituanienne, d'où vient le patriotisme français si chevillé au corps chez ce bonhomme-là ? Je crois que c'est comme chez Gary, hein. C'est-à-dire que la France, les lumières de la France, c'est un pays d'adoption et en même temps c'est un pays merveilleux. Il a la France dans les tripes. Ah, dans les tripes. Et alors le discours à l'Académie française, et le spectacle termine dessus, il est totalement flippé, il est totalement... c'est la première fois de sa vie qu'il a le trac. Oui. Il était sous les bombes de Dunkerque, il était en Afghanistan, il a connu la faim, la soif, la peur, les combats, et il arrive à l'Académie totalement flippé en disant « Mais attendez, moi je suis... de mère juive lituanienne. Enfin, qu'est-ce que je viens foutre chez vous ?» Et c'est Druon qui va l'aider à écrire le truc. Et lorsque Druon sera élu à l'Académie française, le secrétaire perpétuel, qui est à ce moment-là Mauriac, va dire « Oh, celui-là, c'était pas un fauteuil qu'il lui fallait, mais une rangée. » Parce qu'il arrive en Bentley, bon. Moi, je pense que justement, Kessel, ayant vécu toute sa vie, comme le dit le titre, en toute liberté, à vivre ce qu'il avait envie. Là, il était vraiment à la fin de sa vie. Il avait écrit à ce moment-là, je ne sais plus combien de romans. Je pense qu'il était beaucoup plus libre dans ses reportages, et d'un seul coup, il sent que presque qu'il a fait le tour de sa vie. Donc c'est ça aussi que je trouve très beau dans ce spectacle, il a fait le tour du monde. Et il finit où ? Là où tout a commencé, à Paris, donc en France, à Paris. Et là où pour lui, c'est une consécration à la Comédie Française. Il dit, mais il a peut-être qu'il s'est dit à ce moment-là, mais l'Académie. Voilà, c'est l'Académie. Qu'est-ce que je peux y dire ? Qu'est-ce que je peux y faire ? Voilà. Ah oui. Alors que d'ailleurs, il y a cette phrase merveilleuse. C'est une patrie héroïque. Et il dit, si l'Angleterre n'a pas été envahie depuis 1000 ans, c'est sûrement parce que les étrangers redoutent d'avoir à y passer un dimanche. Il est très heureux de partir voler pour la France. Alors il y a cette scène de beuverie avec Bogart, mais il y a une scène de beuverie mémorable, des scènes, c'était avec Hemingway. Oui. Et ça, vous l'avez pas retenu. Non, ça va. Une seule, ça suffisait. Choisir, c'est renoncer. Il a bien fallu faire un tri, et je dois dire qu'il y a quelques scènes qui sont assez incroyables. Il y a cette scène avec Gholam Adalat où il est en train de tout casser chez lui, et puis Adalat, il se rend compte qu'en fait il va trop loin, et Adalat lui dit, mais non, tu es chez toi, tu es mon ami, si tu veux casser, tu casses, continue. Et il dit non, je m'arrête là. Mais non. Et Adalat va chercher un bidon d'essence, lui tend une boîte d'allumettes et dit, vas-y, mets le feu. Il dit, mais non, il se rend compte de sa folie à ce moment-là, parce que l'autre lui dit, tu es mon ami, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est bon. Et alors, il avait l'habitude, après plusieurs verres, de croquer les verres. Oui, et les casser avec les dents. Non, mais une force de la nature. Ouais. Et en préparant cette émission, je regardais quelques images de lui que l'on peut voir sur YouTube, et où vous pouvez assister à l'émission qui passe en ce moment. Et c'est incroyable la gueule qu'il a. Alors, il y a un truc qui manque dans votre spectacle, Franck Desmet. C'est quoi ? Dites-moi. C'est la fumée. Ah, voilà, fumée. On l'a un peu sur le pub. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, parce qu'il est avec Desmond Fitzgerald, et Desmond Fitzgerald lui dit, vous voulez savoir où nous puisons notre foi en la République d'Irlande ? Il dit, ah oui. Alors il dit, je pense qu'il va m'emmener dans une vieille chapelle, un champ à dolmen. Pas du tout, il m'emmène dans un pub. Et dans le pub, il y a de la fumée, il y a la moiteur des corps, il y a cette ambiance si particulière. Et là, évidemment, il picole un peu, il se met à casser les verres. Mais il y a la fumée à ce moment-là. Oui, mais parce qu'il a toujours la clope au bec. Hein. Ah oui. Il n'y a pas une photo où on le voit sans la clope au bec. Ça fait partie de ses... Oui, dans les interviews, il allume systématiquement. Mais systématiquement. Et puis, dès qu'il y en a une qui est terminée, il en rallume une. Oui. Et on sent que son paquet, qui est vraisemblablement un paquet de gauloises, d'après ce que j'ai reconnu, il en tire l'une sur l'autre. Et quand on voit ces interviews, l'écran sent le tabac. Et la voix
la voix est aussi pleine de tabac. Ah bah elle est rocailleuse, oui. Et alors je me suis dit, en voyant ça, je repensais à votre spectacle, je me suis dit, c'est la seule chose qui manque. Il manque la cigarette. Au spectacle de Franck Desmet, la liberté à tout prix, c'est la clope sans filtre pendant tout le spectacle. Mais vous ne pourriez pas tenir aussi longtemps, je crois. C'est-à-dire que là, la montagne est haute. Si je me mets à fumer sur scène, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué. Bon, alors donc, on ne fera pas. Donc, on vous retrouve au Lucernaire à 18h30 pour ce qu'est celle la liberté à tout prix. Je vous recommande, on l'a évoqué, la biographie d'Yves Courrière sur la piste du Lion, et puis récemment, la biographie croisée de Kessel et Druyon. Les Partisans, c'est de Dominique Bonnat, chez Gallimard, que j'avais reçu à ce micro. Et puisque j'évoque des livres, ne manquez pas deux nouveautés théâtrales. En folio Gallimard, le 2e volume du théâtre de Yasmina Reza, qui vient de sortir, et puis j'en ai déjà parlé mardi, mais il faut en reparler. C'est un théâtre en liberté de Philippe Tesson, une anthologie de critiques dramatiques de 1970 à 2022. C'est plein de verve, d'intelligence et d'émerveillement, et c'est publié à l'Avant-Scène Théâtre dans la collection des 4 vents. Il me reste à vous encourager à nouveau à aller au Lucernaire, rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e, pour ce qu'est celle la liberté à tout prix de Mathieu Ranou, qui signe également la mise en scène avec vous, Franck Desmet. Et puis rendez-vous aussi à la Huchette pour cette nouvelle saison. Merci à Cédric Coba, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite de cette émission. Vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous pouvez nous écouter partout et tout le temps. Nous nous retrouvons lundi autour d'un commissaire-priseur, David Norman, à la veille de la vente à Drouot de la collection Depardieu. Et oui, Gérard Ventoux. Allez, bon week-end à tous, je vous embrasse.